Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, nouvel épisode avec Stan, et cette fois pas une draft, on fait une petite pause dans les drafts, il y en a une qui arrive très vite, je pense semaine prochaine, une méga draft Ligue des Champions qui va être assez costaud. Mais non, on se repose un peu tranquillement là pendant la trêve internationale, et petit sujet à la cool sur des pronos. On a eu un petit peu voilà, le début de saison qui a donné quelques tendances, le but ça va être de se projeter et de se mouiller, ça va être très risqué. Déjà Stan, comment ça va? Est-ce que ça roule? On s'est vu l'autre jour, on s'est vu à Amsterdam, il était de passage, son avion était... il y avait eu un bug quoi, donc il devait rester. C'était très cool, il a découvert un petit peu le bureau. Comment est-ce que ça va depuis? Ça va, tranquille, en forme. Depuis, je suis de retour. Voilà, heureusement, comme j'ai dit, on est en trêve internationale. Ça nous donne le temps de se préparer pour cette Ligue des Champions qui arrive. Ouais. Parce que le tirage au sort, il est chaud. En plus, toi et moi, je pense qu'on a des problèmes à régler, tu vois, parce que d'ailleurs, on va en parler. Oui, on va en parler dans cette vidéo, tu vois, parce que toi, tu n'es pas sérieux. Franchement, tu n'es pas sérieux. Je ne sais pas de où tu es allé faire ton classement en première ligue. Tu as mis Arsenal 3e. Toi, tu me respectes pas. Tu me respectes pas, en fait. Il a mis Chelsea devant Arsenal. Il est fou, lui. Je savais que ça allait revenir pour me bite. Quand même, c'est pas sérieux. Donc bref, en tout cas, la forme. Et puis voilà, j'ai hâte de voir aujourd'hui parce que sujet assez compliqué. On va se lancer, tu vois, on va se lancer sur un futur incertain. Essayer de faire quelques pronostics, des pronostics chocs, tu vois, des pronostics chocs. Donc, il faut le prendre quand même un tout petit peu au second degré, les gars, tu vois. Comme on dit, fais bien de le préciser. Non, très bon disclaimer. Effectivement, le concept, vous l'avez vu, donc, nos pronos risqués, osés, on en a fait 5 chacun. Et le but, c'est qu'ils vont monter progressivement dans le niveau de risque. Force 1 à force 5. Le dernier, chacun des nôtres sera très chaud. Apparemment, Stan est hyper inspiré. Il m'a dit d'emblée qu'il en avait 10, qu'il savait pas lesquels choisir, il en a plein. Donc c'est pas mal, mais on va commencer tranquillement, en douceur, avec un petit prono de force 1. Moi, je vais dire que cette saison, on aura une finale de Coupe d'Europe 100% anglaise. Ce qui n'est pas non plus délirant. En Ligue des Champions, c'est peut-être un petit peu compliqué parce que est-ce qu'on voit vraiment United ou Newcastle faire une finale de Ligue des Champions? À la rigueur, il pourrait y avoir un Arsenal City. Pourquoi pas, même si Arsenal, ce serait quand même un énorme truc de retrouver la finale de Ligue des Champions quasiment 20 ans après la dernière. Mais c'est surtout en Europa League. En Europa League, je trouve qu'il y a un tableau qui est pas mal pour les clubs anglais parce que Brighton, je pense qu'ils peuvent faire une très belle campagne. Liverpool qui est aussi en Europa League. Et peut-être que Newcastle, dans le groupe de la mort, s'ils font 3e, qu'ils redescendent, qu'ils arrivent tout de suite sur la phase d'élimination directe d'Europa, en sachant qu'il y a aussi West Ham, vu qu'ils ont gagné la Conference League l'année dernière, qui est en phase de groupe d'Europa League. Donc entre 3 et 4 Anglais que j'imagine sur les phases à élimination directe. On pourrait se retrouver dans cette configuration. C'est un prono de force 1 parce que bon, ce serait quand même un truc un peu spécial, mais en même temps, les clubs anglais, ils surdominent la scène européenne depuis quelques années. Une finale d'Europa League 100% anglaise, on en a déjà eu une. T'y étais d'ailleurs, c'était à Bakou, c'était Arsenal contre Chelsea. Mais même sur les 20 dernières années, des finales de Ligue des Champions, par exemple, 100% anglaise, on a eu il y a quelques années City-Chelsea, on a eu Liverpool-Tottenham, on a eu en 2008 United-Chelsea, donc c'est des trucs qui reviennent régulièrement. Et après le printemps italien de l'année dernière, je pense qu'on aura un printemps anglais assez très fort, peut-être en Ligue des Champions et en Europa, peut-être même en conférence avec Aston Villa aussi, qui franchement fait un peu figure de favori pour l'instant dans les équipes qui sont en Conference League. Donc voilà, c'est mon petit prono tranquille pour démarrer. Ouais, c'est chaud, franchement, écoute, moi je vais te suivre, hein. Je vais pas aller dans les... Je vais pas essayer de faire un truc extraordinaire, je vais te suivre automatiquement, donc je dis Arsenal en finale de Ligue des Champions. Tu vois, donc force 1, tu vois, c'est juste comme toi, c'est ça. Si ça, c'est ton niveau force 1. Ah, d'accord. Moi aussi, je vais aller niveau force 1, tranquille, parce que pour moi, ça va être tranquille. Comme veux-tu que je te dise Arsenal en finale de Ligue des Champions? Relax, tu vois. Non, mais si tu me dis qu'il y a une chance qu'il y ait une finale européenne 100% anglaise, je me dis, il y a une chance que mon équipe Arsenal y arrive. Moi, j'y crois. Je me dis, c'est possible. En Ligue des Champions, il y a des parcours qui sont différents. Déjà, le tirage au sort, il est assez intéressant. On va voir comment cette équipe va s'en sortir. Mais je regarde le groupe et je me dis, j'ai l'impression que c'est un tirage au sort qui sonne un tout petit peu Europa League, tu vois.
ça aurait pu être beaucoup plus compliqué, mais ça ne l'est pas forcément. Tu récupères le vainqueur de l'Europa League qui est Séville, mais qui n'est pas une équipe qui est forcément dangereuse en Ligue des Champions. Donc j'ai hâte de voir ce match. PSV Eindhoven, c'est pas mal quand même. PSV Eindhoven, c'est pas mal aussi. Lens, c'est pas mal, mais en termes d'expérience, peut-être qu'ils en ont beaucoup moins que nous aussi. Donc franchement, pour moi, c'est jouable. Donc c'est pour ça que je me dis, on ne sait jamais, avec un peu de chance, tu as peut-être un parcours comme l'Inter Milan l'année passée, tu arrives en finale. Donc oui, pour moi, je tente ça, force 1, tu vois, comme ça pour le fun. Arsenal, finale Ligue des Champions. Mec, incroyable. Arsenal en finale de Ligue des Champions, c'est le force 1 de stade. Donc j'ai hâte de voir la suite. Mais pourquoi pas, pourquoi pas. En vrai, ce serait incroyable. En vrai, ce serait stylé de ouf. Ce serait stylé de ouf. Ça m'irait. Ok, mon force 2, c'était Leverkusen va faire la meilleure saison de son histoire récente. Ce qui est pas mal, ce serait un gros truc pour eux. Mais en même temps, c'est pas un club qui a gagné non plus des milliers et des cents. Ils ont 3 titres dans toute leur histoire, même en comptant le titre de seconde division, il me semble. En gros, ils n'ont jamais gagné de titre au 21e siècle. Ils n'ont jamais gagné la Bundesliga d'ailleurs, tout court de leur histoire. Ils ont fait 5 fois deuxième. La dernière fois qu'ils ont fait dauphin, c'était il y a genre 10, 11, 12 ans, un truc comme ça. En vrai, je pense cette année, les Leverkusen, ils peuvent gagner la Bundesliga. C'est clairement pas impossible. Ça joue super bien. Ils ont bien recruté. Le Xabi Ball est on point. Xabi Alonso, je pense qu'il va faire cette très très grosse année à Leverkusen. Et après, coach du Real Madrid dans la foulée, voire peut-être Liverpool si ça tourne mal avec Klopp. Mais en tout cas, il aura de belles propositions, je pense, à la suite de cette saison. Et je vois Leverkusen faire une très très belle année. Ils peuvent gagner la Coupe d'Allemagne. Juste, ils gagnent la Coupe d'Allemagne. C'est leur premier titre au 21e siècle. Même s'ils ont fait, oui, en 2001-2002, finale de Ligue des Champions, finale de Coupe et dauphin de Bundesliga au dernier moment, la fin de saison la plus dramatique de l'histoire. Mais là, un titre, tout de suite, ce serait une immense saison. La Bundesliga, je pense qu'ils peuvent se taper jusqu'au bout. En Europa League, les Leverkusen, ils ont aussi carrément leur carte à jouer. Donc ouais, vraiment très très belle équipe. Je vais en reparler bientôt dans une petite vidéo des 10 équipes à suivre. Mais on a envie de les suivre et on a envie de les suivre notamment au retour de la trêve internationale. Le vendredi, là, juste du retour de la trêve, donc le vendredi prochain, quoi. Ils jouent le Bayern à l'Allianz Arena dans ce qui va être un immense choc et ce qui va nous orienter un petit peu sur la suite du championnat allemand. Les Leverkusen, plus grosse saison de son histoire récente, premier titre de son histoire au 21e siècle cette saison. Ok, tu m'as pris un de mes trucs là, parce que bon, après ça rend les choses compliquées, tu vois. Après, tu es là, tu te dis, bon, tu vois, en termes de toi aussi, tu partais sur un truc. Oui, moi je pense que Leverkusen, tu vois, ils étaient trucs. Moi j'étais parti sur 2 trucs en fait assez simples. Je me suis dit Leverkusen champion d'Allemagne. Et puis Harry Kane, il va finir meilleur buteur. Harry Kane, il va finir meilleur buteur. Okay. Et le Bayern, ils vont rien gagner. oui, ça, on en a parlé un petit peu, ouais. Je dis. Mais écoute, c'est assez compliqué. Donc du coup, moi je vais sur je vais sur un coup double. Voilà. Ok. Voilà. Moi, j'aime bien sortir des règles un peu. Tu vois. Moi, je respecte pas les. C'est bien, t'es chaud aujourd'hui. Je vais sur un coup double. Coup double continental. Le Sénégal conserve son titre de champion d'Afrique. Et Messi gagne une deuxième Copa América. Ok. Cet été. Voilà. C'est force 2. Statu quo, quoi. Que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? L'équipe nationale du Sénégal, pour moi, franchement, j'y crois. D'ailleurs, il y a un Sénégal-Algérie la semaine prochaine qui va être fort intéressant. Ah ouais? Oui, à Dakar. Oui, un très, très gros match qui va être fort intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, du coup, voilà. Donc, le Sénégal qui conserve son titre. Pourquoi? Parce que moi, j'y crois. Je me dis, voilà. Déjà, il y a un petit coup de destin. Moi, je suis un peu comme ça. Des fois, j'aime bien lire entre les lignes et je me dis, cette équipe nationale de Côte d'Ivoire-là, elle a gagné sa première Coupe d'Afrique au Sénégal. C'est là où ils ont gagné leur CAN. Si je ne me trompe pas, c'était en 92, je pense, si je ne me trompe pas. Les Ivoiriens, ils vont te le rappeler plusieurs fois. En fait, moi, quand j'étais petit, ils n'arrêtaient pas de me rappeler qu'ils étaient venus gagner une Coupe d'Afrique chez moi, dans mon pays. Plus tard, on a eu un peu de chance. On a gagné une CAN au Cameroun. Je me dis, voilà, la CAN, elle est en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas essayer de faire un doublé? Ça, c'est pour le côté un tout petit peu superstitieux. Après, sur le terrain, si tu regardes, tu te dis, voilà, il y a des très bons joueurs. L'équipe, elle a changé rapidement. Ces derniers temps, on est parti, si tu regardes par rapport à la dernière Coupe du Monde, on avait nos espoirs sur certains seniors, tu vois, sur des Kalidou Koulibaly, des Abdou Diallo, des Sadio Mané, des Idrissa Gana Gueye, des Cheikhou Kouyaté. Petit à petit, ça a changé, tu vois. Nicolas Jackson est rentré dans cette équipe-là. On a eu l'occasion de le voir toi-même. Tu en as fait une vidéo, donc on va lui espérer de faire une belle saison. Iliman Ndiaye est rentré dans cette équipe-là. Comment il s'appelle? Ismaël Sarr, en ce moment, c'est un des tauliers à Marseille. Il est très très chaud. Boulaye Dia, il sort d'une très très belle saison l'année passée en Serie A. Je parle même pas du milieu de terrain, pas Matar Sarr et tout, Niakate qui est en première ligue. Donc tu vois qu'il y a une nouvelle équipe qui arrive et je me dis ouais, c'est cool en fait. On va pas enchaîner 2 compétitions avec 2 équipes pareilles, tu vois.
Et moi, c'est toujours ce qui me fait peur. Et donc, c'est pour ça que moi, j'y crois. Pourquoi pas, Sénégal, essayer de conserver ce titre-là, faire un doublé pour cette belle génération-là. Et puis, voilà, après, ça va. Si on fait 2, ça va. Après, on peut ne plus gagner pendant 15 ans et ça m'ira. Et l'Argentine, parce que c'est Messi. En fait, il n'a pas fini avec nous, en fait, ce chenapan-là, ce truand-là. Il n'a pas fini, je ne sais pas ce qu'il veut, je sais vraiment pas ce qu'il veut. Mais je sens qu'il va gagner la Copa América avec les Dopol et les je ne sais plus qui là-bas, là. Comment ils s'appellent je ne sais même plus. Les Lautaro Martinez, les Enciso, pas Enciso, Garnacho, machin, c'est pas. Il y a quelque chose qui me fait dire que l'Argentine, avec Léo Messi, encore une fois, quand tu vois le niveau de la Copa América, tu te dis, bon, le Brésil, on va voir ce que ça va donner, mais en ce moment, bon, c'est pas aussi chaud que ça. Il y a moyen, donc voilà. Ce serait un sacré enchaînement. Hein. Copa, Coupe du Monde, Copa, avec en plus la finalissima dans le lot. Pour clore la carrière, là, c'est parfait. Après tant d'années de frustration, de déception et tout, le storytelling serait assez extraordinaire. Ok, donc pour l'instant, tes pronos, c'est Arsenal en finale de Ligue des Champions et le Sénégal qui gagne la CAN. Très bien, on est sur des pronos assez partisans, quoi. Moi, je peux... Oui, mais c'est parce que... Malheureusement, pour l'OL, j'ai pas grand-chose à... Voilà. C'est parce que les pronos méchants, c'est à partir de maintenant. Voilà, ok. Très bien. Ben, on va attaquer avec mon Force 3. Je pense que ceux qui ont vu quelques-unes de mes vidéos récemment s'y attendent. C'est pas Chelsea deuxième de Première Ligue, comme je l'ai mis dans mon classement. Ça je l'ai pas mis dans le top 5, bien sûr. On a sorti des pronos originaux, des nouveaux, des inédits. C'est l'AC Milan qui va gagner la Serie A avec minimum 10 points d'avance. Je pense que l'AC Milan va rouler sur l'Italie cette saison. Que c'est une équipe qui est tellement supérieure athlétiquement, comme j'en parle depuis un moment. Ils ont toujours Théo et Raphaël Leao sur le côté gauche, mais maintenant, il y a Pulisic à droite, il y a Loftus-Cheek qui est monstrueux, il y a les entrées de Younous Moussa, quand Chukwueze entre, Reinders à l'intérieur, même Giroud qui continue d'être très bien, 4 buts déjà sur ce début de saison, bon, quelques pénaltys, mais Thio, Tomori derrière, pareil pour contrôler la profondeur, Maignan dans les buts, et puis il y a tellement de profondeur d'effectifs maintenant, t'as des gars que tu peux faire rentrer. Vraiment, je vois une équipe qui est... athlétiquement tellement supérieur à ce qui se fait en Serie A que j'ai aussi hâte de voir ce qu'ils vont faire en Ligue des Champions, mais je pense qu'en Italie, même si l'Inter est pas mal, et d'ailleurs on parlait de Bayern contre Leverkusen vendredi prochain, samedi prochain, là, le samedi de retour de trêve, c'est Inter contre AC Milan, le derby della Madonnina, super match pour aussi nous orienter sur les tendances, mais je vois l'AC Milan vraiment net favori cette saison en Serie A et potentiellement la gagner avec une avance confortable. Finalement 10 points, c'est pas tant que ça non plus, c'est un peu ce que Naples a fait cette saison, je pense. Naples, ils doivent finir avec peut-être 12 points de plus, un truc comme ça, à la fin du dernier exercice. 16, plus 16, ouais. Et même en lâchant un petit peu des points sur la fin. Donc ouais, je vois très gros AC Milan, et potentiellement un gros rival du PSG dans son groupe de Ligue des Champions, avec Newcastle, etc. L'AC Milan qui gagne la Serie A avec minimum 10 points d'avance. Ouais, moi j'avais écrit littéralement, hein, Serie A, le titre se jouera à la dernière journée, last season, ça va être Serie A en fait. Donc vraiment, on n'est pas dans les mêmes vibes, toi et moi. Je suis désolé. En vrai, je préfère ton prono, hein, je préfère ton scénario, il est incroyable. Pas dans les mêmes vibes. Moi, c'était littéralement ça mon prono. Écoute, bon. Voilà, hein, écoute, si tu le dis, on va voir, mais moi je pense que ça va être vachement serré. Moi je suis sûr que même la Juve, là, ils vont essayer de s'en sortir cette année. Je sens que ça va être super serré et ouais, pour moi ça se jouait dans les 2 dernières journées en fait, la dernière ou les 2 dernières. Stylé. Entre au moins 3 équipes, en plus, même pas 2. Pour moi, c'est entre au moins 3 équipes. Au moins 3 équipes, t'imagines, à la dernière journée. Ouais, moi je sens une série très serrée cette année. Je ne sais pas pourquoi, je sens une dinguerie en Italie. Donc, mais bon, bref, écoute, j'avais décidé de le sortir et de le mettre dans la liste complémentaire, comme on fait souvent. Mais donc voilà. Donc là, tu étais dans le numéro 3. Alors, là, on va aller directement là. Là, il faut commencer à créer des sérieux problèmes. Il faut commencer à créer des problèmes. Alors, des problèmes. Non, j'ai des problèmes. Aïe. Attends, je vais garder les 2 derniers. On peut fâcher des gens. On va garder les 2. On va aller dans... Bon, pour aller contre ce que toi tu as dit, parce que moi je ne suis pas d'accord. Allez. Pour moi, United et Chelsea, ils sont hors du top 4. Et Ten Hag, il se fait virer avant la fin de la saison.
Après avoir chanté les louanges de Ten Hag toute la saison dernière, tu vas nous dire il se fait virer au milieu de la saison. Il va se faire virer parce que Ten Hag, là, en ce moment, il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes dans ce club-là, en fait. Moi, j'ai dit, je ne sais pas dans quel monde est-ce que Manchester United et Chelsea, je ne sais pas où est-ce que tu vas Chelsea deuxième déjà. J'ai dit, bon, déjà, tu n'as pas respecté Tottenham, hein. Moi, je me méfie de Tottenham déjà. Moi, si, j'ai un grand respect pour Tottenham. J'ai quand même fait une vidéo de 20 minutes d'analyse détaillée de Tottenham. Et 5e, ça pourrait qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine en Première Ligue. Ça a de grandes chances. Il fallait inverser un tout petit peu. Tu vois, pour moi, Tottenham, ils vont finir devant Chelsea. Mais après, quand je regarde ça, franchement, je regarde cette année, j'ai envie de dire force 3, en tout cas. United, ils sont hors top 4. Chelsea, ils sont encore une fois hors top 4. Et Ten Hag, il se fait virer avant la fin de la saison. Okay. Peut-être pas forcément à cause du... déjà, l'équipe, voilà, c'est compliqué. Le recrutement, toi-même, tu l'as dit dans ta vidéo. Voilà, tu vois, ils ont pris les Mason Mount, tout ça. Bon, c'est des gars au milieu de terrain, Amrabat. Bon, ça va, mais devant, c'est un peu compliqué. On va voir le boy danois, là, comment il va réussir à s'en sortir. Ouais. Mais j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes autour de cette institution-là en ce moment, en fait. Tu vois, il y a eu le cas Greenwood, on n'en a pas parlé, c'est passé. Là, tu regardes le cas Sancho, tu te poses des questions. Tu te dis, mais attends, Sancho, c'est un boy qui avait l'air réglo. On peut dire que mentalement, l'année passée, ça a été compliqué. Il n'a pas réussi à s'imposer et tout. Ten Hag lui a donné le temps, parce que les gars lui ont donné le temps, en fait, de lui dire, vas-y, remets-toi et tout. Mais là, quand tu vois sa déclaration, il y a une cassure, là. Il y a une cassure. Et Sancho, c'est le pote des boys. Je pense que c'est le pote des Rashford et puis tout ça. Tu vois, l'autre, comment il s'appelle, Garnacho, l'autre petit Garnacho, il mérite de jouer. Et puis devant lui qui joue, c'est Anthony. Alors qu'Anthony a des problèmes en ce moment très très sérieux, des problèmes à la Greenwood. En fait, il n'y a rien qui est clair dans ce club-là. Je les regarde, je me dis, j'ai l'impression qu'il se pourrait qu'il y ait un problème de discours, un problème de communication entre le coach et l'équipe à un moment donné. Et j'ai peur, franchement j'ai peur. Avec des Maguire sur le banc, des gars qui vont bientôt commencer à se plaindre en disant « Ouais, moi je joue pas et tout ». Je sais pas, il y a quelque chose qui me fait peur pour Manchester United. Donc c'est pour cela que je vois... Voilà, écoutez, voilà, je suis désolé. Est-ce que tu les vois sortir de leur groupe de Ligue des Champions ou pas ? Ils sont avec le Bayern et tout ça là, non? C'est ça, hein? Bayern, Galatasaray, Copenhague. On va voir le premier match face au Bayern, je pense, hein, mais... c'est pour qu'ils finissent troisième, hein. C'est pour qu'ils finissent troisième. Franchement, honnêtement, tu me demandes, moi, je ne suis pas serein pour United. Je ne suis vraiment pas serein pour United. Absolument pas. C'est pas mal. En vrai, ça, c'est une partie, ça, c'est la partie peut-être un peu plus chaude de ton prono. Parce que Chelsea, pour le coup, genre les bookmakers, tout le monde met Chelsea, genre 6e, 7e, un truc comme ça. C'est quelque part que Chelsea fasse pas top 4. Vu la tendance, c'est normal pour la plupart des gens. Mais United, c'est intéressant. Et pour le coup, je pense c'est effectivement un risque parce que le mercato, je pense, il n'a pas été suffisamment bon. Et en plus, le truc avec Ten Hag, donc il y a cette histoire avec Sancho, etc. Mais je me dis aussi avec Ten Hag, déjà la manière de jouer, il y a surtout un plan A, pas trop de plan B qui peut coûter tactiquement sur certains matchs. Mais aussi, peut-être qu'il peut y avoir des crispations, peut-être notamment autour de Sancho, à cause du fait que j'ai l'impression que l'achat d'Anthony pour 100 millions d'euros, c'était un peu l'achat de Ten Hag, quoi. Genre, Anthony de l'Ajax, c'est l'ailier que lui voulait pour jouer un certain style, etc. Et du coup, peut-être qu'il continue à le faire jouer un peu plus, parce que quelque part, s'il met Anthony sur le banc demain, c'est un peu un aveu d'échec de la part de Ten Hag. Et il y a ce genre de considération peut-être qui entre en ligne. Et peut-être que ça crée des frustrations chez certains joueurs où Sancho se dit je suis pas pris juste parce qu'il veut pas avouer que Anthony à 100 millions c'était trop cher payé pour ce que c'est, etc. Parce qu'Anthony on voit les qualités, on voit aussi les limitations qui sont assez évidentes. Mais ouais, United c'est intéressant. Et surtout vu à quel point la Première Ligue est costaud cette année pour la bataille pour le top 4, c'est vrai que tu vois potentiellement d'autres équipes devant. Moi je crois que je les ai mis 6e dans mon classement. Parce que, et encore, franchement, il pourrait même se faire dépasser par des Brighton qui sont assez extraordinaires sur ce début de saison. Yeah. Donc ouais, ok, ça me va. Yeah, désolé pour les fans de United, hein, c'est pas parce que je vous ai battu ce week-end sur le fil quand même, c'était compliqué, que ça veut dire que c'est truc, mais c'est un feeling, quoi. C'est un feeling, je sens que ça va pas être facile. Ouais, j'espère que Højlund ça va marcher quand même, mais on verra. Son entrée, je trouvais que c'était pas inintéressant, ce qu'il apportait même sur le jeu long et tout, les déviations, etc. Il a fatigué Gabriel là, rapidement. Là. Moi j'ai eu peur là-bas, là. Je me suis dit ce qu'il y avait pas un peu Garnacho, il passe à ça de marquer sur une de ses déviations, là, ça aurait pu faire une histoire différente. Ok, mon 4e prono osé, risqué.
le PSG sera satisfait, voire très satisfait de son parcours en Ligue des Champions. Je vais pas ça aller veut dire juste... quoi ça veut dire quoi satisfait, voilà. Très satisfait, oh là là, mais dis les termes, frérot. Ça veut dire quoi ça? Alors, je pense que le PSG peut gagner la Ligue des Champions, mais je vais pas aller jusque-là. En vrai, je me suis trop brûlé les doigts sur ce genre de choses. C'est trop risqué. Je l'assume pas. J'avoue, j'assume pas de le dire. On en a discuté la dernière fois quand t'es venu et tout. En plus, qui gagne la Ligue des Champions? Sur quel prono de force 5 tu vas partir? J'avais un moment un force 5, le PSG gagne la Ligue des Champions. J'avoue, j'ose pas trop. Mais ce que je vais dire, c'est le PSG satisfait. Ça, par contre, j'y crois vraiment parce que c'est rare. Le PSG, généralement, les campagnes de Ligue des Champions, ça finit toujours en psychodrame total. Cette année, entre le très bon mercato, de mon point de vue, les ambitions qui ont quelque part été recalibrées avec tout ce discours de maintenant on passe à une nouvelle phase de notre projet, plus patient, la Ligue des Champions, c'est pas l'unique objectif. Quelque part, ils ont un petit peu démystifié cette quête, ou en tout cas, ils essayent de le faire via la communication. Et en plus, ils ont le groupe de la mort. Donc je me dis, s'ils sortent du groupe de la mort, qui remportent leur 8e et qui sortent genre en quart de finale ou en demi contre un très très gros, genre contre le futur vainqueur, Manchester City ou quoi. En vrai, je pense le PSG prend du recul sur son parcours et se dit « Ok, c'était notre première année de nouvel entraîneur Luis Enrique, nouvelle manière de jouer, plein de petits jeunes qu'on a pris, etc. » L'idée, comme on le dit depuis longtemps maintenant, toute notre communication, elle est basée autour de ça. C'est pas de gagner maintenant à tout prix, c'est plus de construire un projet. Donc, c'est une bonne première année de cette nouvelle étape. Et ça nous convient. Et je pense que la campagne du Paris Saint-Germain se finira, parce qu'en plus je pense qu'ils ont une bonne équipe forte qui peut tenir tête et qui peut remporter beaucoup de confrontations. Donc s'ils sont éliminés à des tours genre quart de finale, demi, je vois ça contre un très très gros morceau, où au final peut-être que t'as pas tant de regrets que ça. Ouais, je dirais ça, le PSG satisfait à la fin de sa campagne de Ligue des Champions. Yeah, écoute, je vais mettre bis à côté de toi, juste comme ça pour le fun, tu vois. On va mettre Arsenal Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions et puis on va voir que le meilleur gagne et tout. Moi, en tout cas, j'y crois qu'Arsenal, c'est possible. Après Paris, c'est vrai que ils ont un bel effectif, c'est vrai. Et puis voilà, peut-être qu'avec un peu de baraka, on sait jamais. Hein. Luis Enrique, il a l'air bien déterminé. Tu vois, ça a l'air de changer un tout petit peu. Donc, je sais pas. On attend, comme d'habitude, Paris. Tu sais, Paris, c'est une histoire après la Saint-Valentin. Tu vois, c'est toujours la même vibe. Tu vois, on est obligé on se rencontre en début d'année. On sait pas. Tu vois, c'est une histoire d'amour ou une petite amourette de jeunesse, tu vois. L'hiver arrive, décembre, la neige, etc. Et après, dès que l'hiver arrive, on commence à se projeter vers le printemps. Vers l'été, en se disant où est-ce qu'on va aller en vacances ensemble, main dans la main. La Saint-Valentin arrive, on sort au restaurant, on mange bien. C'est toujours à la même période, toujours le 14 février, ils se font goumer. Ouais, c'est vrai. Ils se font taper tout le temps le 14 février. Non, le 14 février, c'est le match aller en général, ça va. C'est en mars que ça se complique. C'est le 8 mars. C'est journée des droits de la femme, boum, ils sont morts. En tout cas. Ouais. Donc bref, écoute, je suis d'accord avec toi. Bon, le PSG semble être en tout cas bien parti cette saison. Bon, mais du coup, si ton prono c'est finale Arsenal-PSG en Ligue des Champions, ça veut dire, on peut le transformer en un truc encore plus spicy, ça veut dire que le vainqueur de la Ligue des Champions cette saison sera un club qui n'a jamais gagné de son histoire. Ouais, enfin, franchement, on en a marre. Ouais, voilà, merci beaucoup. Comme l'année dernière, l'année dernière, oui, effectivement, c'est vrai, Manchester City, c'est vrai, effectivement. Mais tant mieux que ça se perpétue, parce qu'on est fatigué. Ouais. Moi, j'ai vu l'autre là, en train de lever ses bras, il a cru qu'il était Jules César. Comment il s'appelle? Jude Bellingham, là, il nous fatigue, lui. Il nous fatigue. J'ai dit, je ne sais pas où est-ce qu'ils veulent aller cette saison, eux. Mais non, par pitié, ce serait cool qu'il y ait quand même, qu'il y ait au moins des surprises, quoi, tu vois, qu'on arrive dans un dernier carré avec certaines équipes qui soient surprenantes. Ce serait cool. Tu vois. Donc, j'ai hâte de voir. Tu vois, il y a des pronos que j'ai pas mis. Barça, tout ça, là, il y a des pronos que j'ai pas. J'ai hâte d'entendre la liste complémentaire. Mais en attendant, je vais entendre ton Force 4. Alors, le Force 4, le dernier. Je ne veux pas aller sur le dernier. Donc, Force 4. Force 4, Mbappé n'ira jamais au Real. Il va rester au PSG. Waouh. Jamais de sa vie, de sa carrière. Bon, en tout cas, pas dans les 2 prochaines années. Je ne sais pas. Genre, il va prolonger, quoi. Mbappé, il va prolonger. Ce trouillard, la finale. Prolonger et rester. Prolonger, pas pour permettre au PSG d'avoir une indemnité. Prolonger pour rester encore une année de plus. Non, il prolonge, il reste.
Toi, tu m'as dit que Paris fait une bonne saison, non? Mais si Paris fait une bonne saison, pourquoi Mbappé il va partir? Il va partir pour aller où? Non, mais c'est vrai, je suis d'accord. Il ramène les surtout maintenant qu'il a construit son équipe avec ses potes et tout. Ouais, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Pour moi, Mbappé, en fait, le machin du Real, là, il nous a beaucoup fatigués, mais il y a eu changement il y a eu changement. Au fond de son cœur, oui, il a peut-être toujours rêvé de jouer au Real et tout, mais le destin d'un être humain peut être autre. Et finalement, I guess qu'il a choisi sa destinée parce qu'il a été 2 fois à la croisée des chemins, 2 mercatos d'affilée à la croisée des chemins, 2 mercatos d'affilée, il n'a pas pris de décision claire. Quand même, je pense que le Real, le train peut passer. Mais à un moment donné, il y a la grève. Franchement, il y a la grève. J'espère qu'il y a la grève au Real. Il faut nous respecter quand même. Donc, on va voir. Mais moi, je tente le coup. Mbappé, ça sera une légende du Paris Saint-Germain. Et puis voilà. Mon force 5, du coup, il est moins divertissant que le tien, je sens. Je crois que le tien, ça va être un truc assez extraordinaire. Mon force 5, c'est Jude Bellingham, Ballon d'Or. Parce que l'Euro va être remporté par l'Angleterre. Et parce qu'Erling Haaland ne va pas jouer l'Euro. Malheureusement, je crois que la Norvège, ça va être très très compliqué. Ils sont hyper mal embarqués sur leur truc de qualification. Il y a encore une possibilité en play-off, ça pourrait, mais même les play-offs, il faut gagner la demi-finale, il faut gagner la finale. Très compliqué pour la Norvège, je pense pas qu'elle ira. Même si Man City fait une très grosse saison, on voit, et on va le voir encore, je pense, dans quelques semaines, à quel point le Ballon d'Or, il est conditionné par les compétitions internationales avant tout, de sélections internationales. Et ça risque de coûter très cher à Haaland. Donc même s'il fait une saison, même si je le vois encore faire Golden Boot de Premier League, potentiellement City, ils peuvent refaire un triplé, ça ne m'étonnerait pas forcément. Mais je vois Bellingham Ballon d'Or parce que l'Angleterre gagne l'Euro et il est le MVP de l'Angleterre. On a vu déjà sur toutes les compétitions internationales qu'il a disputées à quel point il était important, fondamental dans cette équipe. En plus maintenant au Real Madrid, le Real Madrid qui est le club qui te fait gagner un Ballon d'Or. Il n'y en a pas de plus important, de plus clair pour gagner la meilleure distinction individuelle. C'est souvent le Real. Dans son rôle si particulier de milieu offensif / attaquant, il a tellement de mise en lumière cette saison. Et potentiellement le Real en plus, même si c'est un peu compliqué, c'est toujours le Real. Donc en fait, même dans des années difficiles, ils peuvent aller te faire une finale de Ligue des Champions sans trop de problèmes. Donc ouais, c'est mon truc. Bellingham Ballon d'Or et un milieu de terrain Ballon d'Or pour la première fois depuis un moment. Yeah, c'est assez drôle parce que, en fait, tu vois, moi j'ai juste pris l'affaire dans l'autre sens. Moi j'ai pris l'affaire dans l'autre sens. Moi j'ai dit Haaland ne gagne pas de Ballon d'Or. Et moi j'ai dit Haaland dans sa carrière, il ne gagnera pas de Ballon d'Or. Moi c'est ça que moi j'ai dit. Tout simplement en fait. J'ai dit, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et tu as évoqué un point qui est assez clair. Déjà, l'Euro arrive. Comme toi, peut-être qu'on ne s'est absolument pas concerté, mais moi je pronostique déjà une finale France-Angleterre. Une finale France-Angleterre où Mbappé va venir, Mbappé va essayer, Miskin, Bellingham va venir, il va gagner. Les Anglais là, ils vont être très chauds, les Saka, tout ça, etc. Ça va être la chance de Gary Southgate. C'est un tocard, mais c'est le tocard qui va réussir en fait dans sa vie, out of nowhere, à gagner un titre qu'il ne mérite pas. Mais la génération, au moins, la génération qui sera sur le terrain, elle le méritera. Donc moi, je suis d'accord avec toi en fait sur le fait que Bellingham est aujourd'hui un potentiel Ballon d'Or. Mais au-delà de ça, moi j'ai envie de dire qu'en fait, j'ai mal pour Haaland. J'ai réfléchi l'affaire dans toutes les positions possibles. Et j'ai dit, en fait, l'aspect national est trop important. L'aspect national est beaucoup trop important en fait aujourd'hui. Si tu regardes déjà la Coupe du Monde de Messi, à quel point elle va peser cette année sur la sélection du Ballon d'Or. Haaland qui risque peut-être de ne pas faire l'Euro avec son équipe nationale. La Coupe du Monde, je ne sais même pas en fait, on va voir en 2026 ce qu'il en sera. Il va continuer à claquer des buts. Il sera dans un collectif qui malheureusement est un collectif. En fait, c'est ça le problème de Manchester City aussi finalement. C'est qu'on va se dire, ouais, c'est Kevin De Bruyne, c'est Bernardo Silva, c'est tant de joueurs en fait qui sont très forts. Ça dilue un peu les votes. Ouais. Exactement en fait. Et ça te crée ce problème-là. C'est pour cela que je dis, c'est pas par méchanceté que je le dis, mais Haaland, en fait, après mûre réflexion, je sais que les gens sont hypés. Haaland, Ballon d'Or, non, moi je pense pas. Moi je pense qu'il est capable de faire toute une carrière, il gagnera jamais de Ballon d'Or. Normal. Normal en fait, il gagnera pas de Ballon d'Or. Et là, il le gagne dans 2 semaines. Et ce clip tourne jusqu'à la fin des temps sur Twitter. Je suis foutu. Oh là là, je suis foutu. Je suis un homme mort. Je suis un homme mort. Mais j'assume. Comme j'ai dit, no shame in my game. J'y crois franchement. Mais non, il y a quelque chose qui me fait dire ça en fait, que je sais pas. Et même Kylian Mbappé, tu vois, après ça se joue, après ça peut se jouer sur pas mal de facteurs, tu vois. Les gens ont parlé de Vinicius, on va voir la Copa América, ce qu'elle va donner et tout. Mais comme j'ai dit, l'équipe nationale du Brésil, ça peut être un peu plus compliqué en ce moment. Donc voilà.
On va voir, mais je sais pas, j'ai un feeling pour Haaland que ça risque d'être assez difficile. La Norvège n'est pas dans une meilleure posture, dans une excellente posture en ce moment. C'est pas comme si, je sais pas, tu peux te dire, est-ce que les Norvégiens peuvent faire comme les Gallois à l'Euro 2016? Tu vois, out of nowhere, tu vas en demi-finale, tu vois, et peut-être que si tu as Haaland dans cette équipe-là qui va en demi-finale, qui perd face au Portugal, peut-être qu'elle va en finale, peut-être, tu vois. Des fois, tu peux te dire que tout est possible dans le football, mais je les vois mal, en fait, en ce moment. Comme tu as dit, ils sont en mauvaise posture. En ce moment, difficile. Et derrière, Pourtant, un club, il y a trop de joueurs. Ils ont quelques bons joueurs. Franchement, je suis allé checker leur effectif l'autre jour. Il n'y a pas que Haaland et Odegaard, tu vois. Genre, il y a quand même 2-3 gars qu'on connaît. Il y a quand même Sanderberg, il y a Fredrik Aursnes du Benfica qui est vraiment, vraiment pas mal. Les latéraux, genre Ryerson de Dortmund, là, tu sais. Et Birger Meling aussi de l'autre côté. Il y a quelques gars, il y a quelques jeunes qui arrivent aussi, genre le petit Oscar Bob là qu'on a vu l'autre jour avec Manchester City sur le dernier match qui a fait quelques minutes et tout. Lui c'est un espoir norvégien machin. Donc on verra, mais vraiment cette année c'est mal embarqué. Je pense qu'il va rester à la fin que l'option playoff playoff quoi, de qualif européenne. Et peut-être, j'espère vraiment en vrai je serais deg qu'il n'y ait pas la Norvège à l'Euro. Mais ça va être un chemin pas facile. Mais du coup, c'était ça ton Force 5, Haaland qui gagne jamais de ballon d'or. Ouais, moi, c'est mon feeling, en fait. Okay. Et puis ça, c'est sur le long terme. Hein. Donc après, les gars, ils peuvent... Tu sais, les gars aujourd'hui, ils aiment bien ça. La dernière fois, ils sont allés prendre une séquence de 2019. Ils m'ont fatigué pendant 2 semaines. Donc écoute, cette séquence-là... Toi, t'es chaud pour vivre une vie difficile, quoi. À chaque fois, tu vois, je veux dire, cette séquence-là, elle va sortir en 2025 ou 2026. Ouais. Et hop là, c'est comme le gars, je ne m'appelle plus, je pense que c'est un journaliste belge, j'avais vu cette séquence-là qui avait dit que Mbappé n'ira jamais au PSG. Oui. Il me dit, moi j'ai des contacts, je connais des gens, je parle à des gens, il n'ira jamais au PSG. Et boum, le lendemain il a signé. Ouais, non, mais franchement, c'est compliqué parce que ces vidéos prono là de pré-saison, elles sont intéressantes, on se projette un peu, mais il y a un moment je me demande à quel point c'est une bonne idée de les faire parce que je crois que si Chelsea fait une saison en dehors du top 6, il y a un moment je vais passer un printemps très compliqué, je crois, printemps prochain. Et si Ten Hag il touche pas le chômage aussi, moi j'ai des problèmes pour qu'il y ait le chômage Ten Hag. Ouais voilà, c'est des problèmes, on ouvre la boîte à problèmes. Mais bon, on assume, c'est notre rôle aussi. Et puis bon, on fait ça pour rigoler, hein, les potes. Vous savez qu'on n'a aucune prétention, vocation à connaître l'avenir ou à être certain. C'est des petits trucs qu'on balance comme ça, un peu pour le fun. Si vous en avez aussi, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Plus c'est risqué, chaud, mieux c'est. Balancez vos hot takes dans les commentaires. Et Stan, t'avais quoi dans ta liste complémentaire? Est-ce que t'avais 2-3 trucs supplémentaires sympas? Moi, j'en avais un, je pense que... Finalement, je me dis, il y a peut-être un monde où ça peut se passer, mais en vrai, je vois pas suffisamment de configuration. C'était Tottenham gagne un titre et Harry Kane, non. Mais le problème, c'est que Tottenham est pas en Coupe d'Europe et a déjà été éliminé de la Carabao Cup. Oui. Donc en vrai, ça commence vraiment à se réduire. Et le Bayern, genre, même si Leverkusen est chaud cette saison, Leipzig pas trop mal, bon, il reste quand même beaucoup de possibilités pour le Bayern d'aller gagner des titres. Ouais. Donc je l'ai un peu abandonné, celui-là, finalement. Yeah, je te comprends. En plus, Tottenham, miskin. Le seul match où Richarlison il a marqué, c'est là où ils ont été éliminés en Carabao Cup. C'est pour dire à quel point moi j'ai dit Richarlison, c'est assez compliqué. Moi, j'étais allé sur un truc. Bon, après, il y a des mini comme ça. Moi, je crois toujours à Kai Havertz, comme j'ai dit. Bon, c'est Kai Jezel. Pas mal. Voilà, c'est Kai Jezel. Il faut lui donner un peu de temps, tu vois, histoire que le moteur il chauffe un peu. Mais dès qu'il va chauffer, je pense que ça va partir. Après, c'est une question de configuration aussi. Mais j'ai l'impression que ce petit-là a quelque chose et il peut nous apporter quelque chose au courant de la saison. Donc le coach a l'air de vraiment y croire. Donc je me dis, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, ça ne prenne pas. La confiance va revenir. Est-ce que tu es en train de me dire, prono de Force 6, Kai Havertz remarque un but en finale de Ligue des Champions? Ce serait une dinguerie, ouais. Ce serait une dinguerie, tu vois. Non, moi je l'ai dit. Je sens vraiment une grosse saison. Hein. Je l'ai carrément écrit. J'ai dit Kai Havertz, grosse saison. Je le sens en fait. Je sais pas, j'ai un feeling que ça va marcher en fait. Je sais pas, ça va marcher. Ça n'a pas hyper bien commencé. Hein. Ouais, ça va peut-être à la 7e journée, la 8e journée, la 9e journée. Ça arrive très très vite, tu vois. Dans, je pense, 3 journées, on a Manchester City, si je me trompe pas. Donc il va falloir que la machine, elle le prenne vite. Mais voilà. Et puis j'en avais, qu'est-ce que j'avais encore? Ouh là 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 là. J'aime ça. Marseille, saison blanche. J'ai dit Marseille, franchement, là, c'est saison blanche. Je dis Marseille. Ouais, prono de Force 1, quoi, classique. Ouais, Marseille, je pense, saison blanche. Non, mais saison blanche, en plus, je sais pas, j'ai peur.
Je sais pas. Ah, genre peur. Même pas top 4 de Ligue 1 ou un truc comme ça. Ouais, j'ai peur. Je sais pas. L'année horrible. Ouais, j'ai peur. Je sais pas pourquoi. Parce que là, en ce moment, je me dis, ils sont en train de perdre quelques petits points là sur le chemin qu'ils doivent pas perdre. Tu vois, je me dis en ce moment, en début de saison, ça joue pas hyper bien. Ouais. Voilà, ça devait faire 100%, ça devait aller, tu vois. Donc la machine n'a pas encore été prise, le rythme n'a pas encore été pris. Une fois que le rythme va être pris, hop, tu as la Coupe d'Afrique. Tu perds la moitié de ton effectif. Ouais, c'est vrai que pour eux, c'est complexe. C'est assez compliqué en fait, tu vois. Je me dis, imagine que, ok, Marseille, parce que là, tu as Marseille-Paris bientôt. Imagine, tu perds face au PSG, machin, il te fatigue encore, on dit, ouais, Paris, tout ça, etc. et tout. Tu continues à stagner des matchs nuls face à Nantes, on t'a rien demandé. C'est assez chiant en fait quand tu y penses, tu vois. Dans des matchs où en plus de ça, tu es en supériorité numérique, tu dois gagner, tu te poses certaines questions. Donc moi je regarde Marseille, je me dis, la CAN arrive, les gars reviennent en février, mars, ils sont fatigués, tu as l'Europa League, d'un coup que tu sors de ta phase de poule en deuxième partie de saison, tu n'as peut-être pas le boost qu'il faut. Je sais pas. Et le groupe d'Europa League est complexe, avec Brighton, l'Ajax, tu peux perdre des forces. C'est un groupe de Ligue des Champions, c'est vraiment un groupe de Ligue des Champions en fait, un très gros groupe. Donc je sais pas, moi j'ai peur. Voilà, j'ai peur pour Marseille. Voilà, désolé, hein, j'ai peur parce que j'ai tous mes boys sénégalais qui sont là-bas. Qu'est-ce que j'avais d'autre encore? Je pense que c'est tout. Après, Angleterre-France, finale de l'Euro. Ten Hag viré, United out of the top 4. Ouais, c'est tout. Hein, est-ce qu'un petit Robert Lewandowski qui finit la saison sur le banc, t'es preneur? Parce que ça part pas hyper bien, je trouve, le début de saison. On voit que ça commence vraiment à prendre de l'âge. 35 ans. Le truc, c'est que le Barça a pas... J'ai hésité à l'inclure, mais le Barça a pas de vrais gros remplaçants et pas beaucoup de ressources financières à activer, genre au mercato hivernal. Mais je sais pas, je vois peut-être un petit truc négatif autour du Barça, genre que ce soit Lewandowski, peut-être Xavi, qui il me semble, Xavi, il est en fin de contrat. Cet été-là. Ils vont renouveler, je pense qu'ils vont renouveler. Ils ont dit qu'ils vont renouveler en tout cas. Mais ils sont normalement, il va être renouvelé, hein, tu vois, parce que c'est quand même une légende, ils vont le respecter. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le virer. En fait, c'est ça le problème. Et moi, je dis, en fait, j'avais oublié même, à côté de Ten Hag, il y a Xavi. Ils sont deux là-bas. Le pôle emploi les attend. Ils sont deux là, s'ils continuent comme ça. Ces deux tocards là, s'ils continuent comme ça. Ouais. Après, je sais pas, parce que le Barça, ils ont tellement pas de thunes que tu te dis que ça peut vraiment les contraindre sur leur gros move, tu vois, genre si là ça re-signe Xavi et que ça le vire, financièrement c'est catastrophique quoi, donc ça risque d'être compliqué. Mais après je suis d'accord avec toi par rapport au Barça, tu vois, même moi j'avais quelques idées en me disant, je sais pas, je pense qu'ils devraient sortir de leur phase de poule en Ligue des Champions déjà, donc contrairement aux deux dernières années, donc là ça devrait aller. Mais après les fans du Barça sont très optimistes parce qu'effectivement ils ont quand même fait un recrutement qui est très intéressant en termes financièrement, c'est incroyable. Tu vas chercher Cancelo, Félix, machin, tout ça, des Gundogan. Tu as cherché des très bons joueurs en fait, tu vois, pour des prix qui sont ridicules, voire gratuitement. Donc ça c'est déjà Martinez, bien. Roméo 5 millions. Donc là tu attends juste de voir est-ce que Xavi il est capable de vraiment réussir à les faire jouer. Jusqu'à présent en début de saison on voit ce milieu de terrain là, ce box là, ça nous rassure pas avec le Barça. Comme j'ai dit, peut-être que le Barça devrait revenir sur un style de jeu plus conventionnel. Après l'animation de jeu peut changer, mais tu dois peut-être aller sur un 4-3-3. Donc on va voir comment lui il va se gérer, mais personnellement moi j'ai des doutes en fait. J'ai vraiment des doutes sur la saison du Barça. En Liga c'est différent. L'année passée c'était pas extraordinaire, mais défensivement c'était très très bon et ça a tenu, tu vois. Donc la Liga peut-être que ça a son propre écosystème, ça vit tout seul. Mais là on les attend en Ligue des Champions. J'ai l'impression qu'ils sont under the level, tu vois. Et c'est pas trop dire en fait. Ouais, donc même si tu sors de ta phase de poule, si le Barça est éliminé en 8e, ils seraient déçus les Coolers, tu vois. Donc c'est pas moins que Lamine Yamal top 5 Ballon d'Or avec une énorme saison au Barça et l'Euro derrière avec l'Espagne. À voir. Bah ouais, après, la seule chose qu'on lui souhaite à cet âge-là, et nous tous, c'est sur ça qu'on va espérer, on le souhaite pour personne, c'est de ne pas se blesser. Ouais. Il est trop jeune en fait. Donc ça va vite. Hein. Tu vas tomber sur un gars méchant. Mais un gars méchant dans un stade méchant, tous les boys là, ils sont tous passés par des phases de blessures à un moment donné, tu vois, à cet âge-là. Lui encore beaucoup plus précoce. Et aujourd'hui, en plus, c'est un petit, il n'a pas peur, tu vois. Lui, il va dribbler, il attaque. Donc c'est pas les petits, ils fuient le contact et tout. Non, lui, il attaque, il dribble, il essaie de frapper. Donc on va croiser les doigts, mais là encore, tu mets de la pression sur un petit de 16 ans. Même pression que tu as mis à Ansu Fati à un moment donné quand tu lui as donné ce numéro 10. Je sais pas, moi, ça... En fait, je m'attendais vraiment à mieux de la part de Xavi. La dernière fois, quand j'ai dit ça aux fans du Barça, ils étaient fâchés. Ouais, non, Stan, Arteta a fait plus de temps que Xavi. J'ai dit, oui, mais d'accord. Mais Arteta, lui, quand il est arrivé, première saison, il a fait FA Cup, Community Shield, on a vu Tiki-Taka, machin, Aubameyang sur le côté gauche, les enroulés face à Manchester City, le football était fluide. Franchement, tu voyais déjà ce qu'il voulait faire. Peut-être que l'effectif n'était pas son effectif, mais tu voyais ce qu'il voulait faire. Mais Xavi, jusqu'à présent...
On n'est pas encore sûr de ce qu'il veut faire, en fait. On a compris l'année passée le système défensif A3, Baldé qui monte, etc. et tout. Mais là, je me dis, en tout cas, moi, cette saison, si on devait faire prono sadique, est-ce que Barça, il ne faut pas saison blanche? Ils vont me tuer ici. Aïe, aïe, aïe. Non, je rigole, je rigole. On va voir. On va voir. Mais je retire ce que j'ai dit, car tout ce que je peux dire pourra être retenu contre moi. Ouais, ça c'est très dangereux. Je crois que c'est très dangereux. Mais bon, on va voir. Bon, écoute, on va s'arrêter là avant de dire plus de bêtises et plus de choses qui pourraient nous mettre en grande difficulté. Effectivement. Les amis, on espère que cette petite vidéo un peu, ton léger, second degré, etc. vous a plu. Faites-nous part de vos pronos osez, risquer dans les commentaires. Et on se retrouve très très vite pour la suite. Rendez-vous sur la chaîne de Stan où on va faire un petit peu le point là sur le mercato et les grosses recrues du mercato, qu'est-ce qu'elles valent. Rendez-vous sur sa chaîne pour ça et rendez-vous très vite pour tout un tas d'autres vidéos. Prenez soin de vous les potes et on se dit à bientôt. Bisous.